Salut, bienvenue à la 6e partie. Avant de continuer notre récit, arrêtons-nous un instant pour faire un premier bilan et introduire cette portion de notre histoire qui concerne les origines de la vie sur Terre. Alors nous sommes composés de matière qui est elle-même composée de matière plus petite et nous pourrions aller ainsi jusqu'aux petites particules élémentaires. Toute cette matière réagit mécaniquement au contact de l'énergie et aussitôt après l'événement créateur du Big Bang, l'univers aurait obéi aux 4 forces de la nature, c'est-à-dire la force nucléaire, électromagnétique, gravitationnelle et la force faible. Les particules élémentaires se sont fusionnées en emmagasinant de grandes quantités d'énergie à l'intérieur des noyaux atomiques simples, l'hydrogène et l'hélium. Quelques centaines de millénaires après le Big Bang, ce gaz se fit comprimer par la gravité pour former des amas de galaxies, pendant qu'à l'intérieur des galaxies, la compression s'accéléra pour former des étoiles. Grâce à l'explosion d'une étoile supermassive qui fusionna au préalable une grande quantité d'éléments lourds, il y a 5 milliards d'années, le nuage d'hydrogène qui se condensa pour former notre Soleil put aussi former des planètes rocheuses comme la Terre. La partie de notre histoire qui mène du Big Bang à la formation de la Terre ne fait pas entièrement l'unanimité dans la communauté scientifique. Est-ce à dire que tout est faux? Certainement pas. Nous n'avons pas encore percé tous les mystères entourant l'origine du cosmos, mais nous sommes confiants d'être sur la bonne voie, puisque les grandes lignes sont confirmées par nos observations et nos expériences. Les événements précis menant à l'apparition de la vie sur Terre sont hors de notre portée. Pourtant, nous ne parlons plus de particules flottant dans l'espace, mais de notre propre planète, de notre réalité quotidienne. Il est quand même possible de déceler un récit chronologique cohérent sans recours à une intervention divine, et nul besoin d'être géologue, biologiste ou paléontologue pour l'apprécier. Donc, s'il existe des milliards de galaxies dans l'univers, et que chaque galaxie contient des milliards d'étoiles, et que chaque étoile peut avoir des planètes, et que la vie sur Terre est un phénomène naturel, autrement dit qu'elle se produit naturellement dans la nature, ne serait-il pas logique de conclure qu'il devrait y avoir des formes de vie presque partout dans l'univers? Ne devrait-il pas en exister autour de la plupart des étoiles? Depuis le 20e siècle, de nombreux chercheurs optimistes ont épié le ciel dans toutes les directions à la recherche d'indices, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Or, il semblerait que les extraterrestres ne nous envoient aucun message. C'est le silence absolu. La vie ne se forme pas n'importe où, n'importe quand, ni n'importe comment. Il faut certaines conditions gagnantes, comme un nuage d'hydrogène à proximité d'une étoile massive qui, en explosant, projette des éléments lourds, comme le carbone et l'oxygène, après quoi il faut être assez loin des autres étoiles massives qui pourraient exploser en cours de notre évolution. Il faut aussi être à une distance confortable de la radiation intense provenant du centre de la galaxie. Dans notre cas particulier, nous sommes très chanceux que Jupiter attire la plupart des météorites qui passent dans les environs. De plus, les plaques tectoniques formant la croûte de notre planète bougent sans cesse, causant des changements dans l'environnement et contribuent ainsi à éliminer les formes de vie trop spécialisées ou trop faibles. Nous sommes aussi à la bonne distance du Soleil pour avoir des océans d'eau liquide, sans oublier la Lune qui stabilise notre rotation et permet d'avoir des régions froides et des régions chaudes. Sous cet angle, notre planète semble maintenant bénéficier d'une situation presque unique, et pourtant, nous espérons encore trouver d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Espérer trouver des extraterrestres est-il un faux espoir? Pour l'instant, cela semble être le cas. Nous devons avouer que l'univers est un endroit hostile pour les formes de vie comme les nôtres. La Terre serait peut-être le seul endroit contenant des créatures plus complexes qu'une bactérie. Les bactéries survivent parfois à des températures extrêmes, qu'elles soient chaudes ou froides, et même à la radiation. Et nous savons aussi qu'elles peuvent survivre dans l'espace. En abordant la partie du récit qui concerne notre propre planète, nous pourrions croire que nos informations deviennent instantanément plus concrètes. Mais pour comprendre comment la vie est apparue, il faudrait trouver des fossiles d'objets mous et microscopiques. Malheureusement, les fossiles sont rares.
surtout dans le cas des fossiles très anciens. Et il est encore plus exceptionnel qu'un petit objet mou laisse une trace durable sur le sol. En général, ce sont les objets solides, comme les os, les coquilles et le bois, qui laissent des traces. Les cellules simples, les vers et même les méduses ne laissent que des empreintes difformes et difficiles à identifier. Alors, il faut des circonstances spéciales pour former un fossile. Qu'il s'agisse d'empreintes ou d'ossements, elles doivent être enterrées sous la poussière ou les sédiments afin d'être préservées. Par la suite, le fossile doit rester intact malgré les écrasements et le brassage des déplacements jusqu'à ce qu'il se retrouve enfoui sous plusieurs mètres, voire plusieurs kilomètres de roches. Si l'on considère que les plaques tectoniques très anciennes se sont retrouvées sous d'autres plaques et que d'autres se sont déplacées au fond des océans, il faut alors un phénomène d'érosion majeur, comme par exemple le Grand Canyon américain, ou une plaque tectonique qui se casse en deux, comme le rift africain, pour que l'on puisse alors trouver des roches très anciennes. Lorsqu'elles remontent à la surface, si elles ne sont pas découvertes et préservées adéquatement, ces traces se font rapidement désintégrer par l'érosion, c'est-à-dire par le vent et la pluie. Pour le moment, nous devons accepter que la plupart des traces de l'évolution soient disparues à jamais et que les fossiles resteront des secrets bien gardés tant que nous ne deviendrons pas meilleurs pour creuser. En fait, si la Terre était une pomme, la croûte terrestre aurait à peu près l'épaisseur de la pelure. Et nous n'avons pas encore creusé au-delà de cette petite croûte. Cela dit, même en sachant creuser, il faut beaucoup de chance pour tomber sur un fossile par hasard. Donc, à quoi peut ressembler notre portrait de l'évolution de la vie? Sur 30 milliards d'espèces différentes ayant existé sur la Terre, c'est un estimé qui est très conservateur. Donc, sur les 30 milliards d'espèces, moins de 250 000 espèces nous auraient laissé des fossiles. En ce qui concerne celles que nous trouvons, nos traces sont invariablement biaisées en faveur d'espèces marines. Environ 95% de nos fossiles connus sont des espèces marines, ou celles vivant près des rivières, des lacs et des marécages. Notre portrait est donc très incomplet. En revanche, nous n'avons pas besoin de trouver des fossiles de chaque espèce pour nous faire une idée générale de l'évolution. Dans son livre intitulé Life, le paléontologue Richard Forte raconte, non sans une pointe d'ironie, que des dragons auraient pu vivre au sommet des montagnes du Mésozoïque sans que nous puissions en avoir la moindre idée. Nous pouvons parler avec précision des événements d'aujourd'hui. En reculant dans le passé, il devient vite impossible de raconter une séquence d'événements quotidiens, alors que pour les événements survenus il y a 1 million d'années, notre marge d'erreur tourne autour de quelques millénaires. Au début de l'histoire de la Terre, il y a plus de 4 milliards d'années, la marge d'erreur passe à quelques millions d'années. À ces époques très lointaines, même les événements majeurs deviennent difficiles à aligner un avant l'autre. Et jusqu'à l'homme moderne, les bons évolutifs resteront flous par manque d'informations. À part de rares occasions, nous ne pouvons pas savoir quelles espèces engendrent les suivantes. L'histoire géologique de la Terre est divisée en éons, qui sont eux-mêmes divisés en ères. Ces ères sont ensuite divisées en périodes, et ainsi de suite. Techniquement, le tout premier rayon géologique de la Terre devrait être la formation du système solaire. La vie apparaît donc au cours d'un second éon, dès que la croûte terrestre se forme. Mais la vie reste alors essentiellement molle et microscopique pendant 3 milliards d'années. À part un expert en la matière, qui peut dire ce qui se passe il y a 150 millions d'années? Ces dates sont si lointaines qu'elles évoquent peu de choses dans l'imaginaire des gens, tandis que dire l'ère des dinosaures nous fait aussitôt penser à de gigantesques lézards. Tout au long du récit, nous suivrons la chronologie des époques géologiques de la Terre, et les dates proposées seront approximatives, donc basées sur des estimés qui peuvent varier d'un auteur à l'autre. Et ces dates ne servent que de repères pour nous aider à situer les événements dans l'ensemble de l'évolution de la Terre. En approchant notre époque, les groupes du vivant deviennent mieux définis. Donc à chaque bond évolutif, la liste de candidats pouvant engendrer les espèces suivantes se raccourcit. Raconter l'évolution en faisant évoluer une espèce vers une autre serait hautement spéculatif, car il supposerait que nous pouvons retracer chaque maillon de la chaîne généalogique. À la place, nous pouvons tenter de comprendre les relations entre les diverses espèces à l'aide d'un cladogramme. Cette technique, contestée avec véhémence par certains paléontologues, consiste à regrouper des espèces connues en fonction de leurs traits communs. Ainsi, nous pouvons voir les changements évolutifs en nous passant des fossiles de leurs ancêtres.
Il est possible d'obtenir des relations différentes selon que l'on place tel ou tel trait évolutif en premier, et nous ne pouvons jamais trancher sur quel cladogramme est le bon ou le mauvais. Mais en évitant d'être trop précis, nous pouvons illustrer des tendances générales. Avec un cladogramme, nous pourrions placer les êtres humains en relation avec les cochons, les poissons et les plantes, sans impliquer que l'homme descend du cochon, de la truite ou d'un pommier. Leurs ancêtres auraient simplement fait partie d'un même groupe si l'on remonte assez loin dans l'histoire. Aux origines de la vie elle-même, la frontière entre la matière inerte et la matière animée se brouille. Une molécule simple ne fait qu'obéir aux lois de la nature. Mais que dire dans le cas d'une molécule complexe capable d'orchestrer des réactions chimiques précises, comme l'ADN? Jusqu'à quel point les codes génétiques se sont formés par hasard? Et jusqu'à quel point peuvent-ils s'adapter à leur environnement? Une molécule peut-elle apprendre? Pas dans notre sens du terme. Pourtant, l'ADN contrôle si bien son microcosme qu'elle est une molécule complètement à part. À l'état moléculaire, elle s'assure d'obtenir les matériaux et l'énergie nécessaires pour se reproduire. Nous avons longtemps cherché à percer le mystère de la vie en adoptant parfois des drôles de pistes, comme celle du nombre d'or par exemple, qui peut s'appliquer à d'innombrables phénomènes, tels la forme des dunes de sable, les feuilles des plantes, les pétales des fleurs, la forme des taches sur le poil des animaux, le rythme de reproduction des bactéries, la forme des coquillages, les hexagones dans les ruches d'abeilles, et ainsi de suite. Un tableau célèbre de Léonard de Vinci, L'homme de Vitruve, montre un homme dont le corps respecte les proportions esthétiques du nombre d'or. En passant, ce nombre est intimement lié à la séquence de Fibonacci. Pour ceux qui ne connaissent pas la séquence de Fibonacci, il s'agit de la séquence 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, et ainsi de suite. On obtient le chiffre suivant en additionnant les deux chiffres précédents. 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5. Mais si l'on divise un chiffre avec son précédent, donc 2 divisé par 1, 3 divisé par 2, 5 divisé par 3, 8 divisé par 5, plus nous allons loin dans la séquence, plus le résultat s'approche du nombre d'or, qui est de 1,618. En fait, la décimale ne se termine jamais. S'il semble vraiment exister une proche corrélation entre la nature et le nombre d'or, il faut toutefois admettre que les coquillages ne suivent pas tous cette proportion et que les bactéries ne se reproduisent pas exactement en suivant la suite de Fibonacci. Donc, il faut parfois adapter la séquence comme 1, 3, 4, 7, 11. On peut alors se demander si les relations entre la vie et le nombre d'or, même partielles, ne sont pas de pure coïncidence. Alors, commençons maintenant l'histoire de notre planète par Léon Adéen. Il y a 4,56 milliards d'années, lorsque la Terre s'est formée, la surface n'était pas encore solide. L'accumulation de débris et les collisions fréquentes ont fait chauffer la matière jusqu'à ce que la Terre devienne une boule liquide, principalement composée de fer et de silicium. Aujourd'hui, il est difficile de retrouver les traces des toutes premières roches qui se sont formées à la surface, puisqu'elles se sont soit fait éroder par le vent et la pluie, qu'elles sont retournées au centre de la Terre, ou qu'elles se sont fait ensevelir avec le temps par les éruptions volcaniques, la poussière et les bombardements de météorites. Nous avons toutefois trouvé des roches ayant un peu plus de 3,9 milliards d'années. Nous avons notamment trouvé de telles roches au Québec et en Australie. Avant ces premières roches, il n'y a plus aucune trace. Pendant son époque formative, donc pendant les premiers quelques 800 millions d'années de son existence, la Terre se faisait encore bombarder fréquemment par les météorites et les grosses roches qui traînaient dans son orbite. Puis, progressivement, les bombardements sont devenus de moins en moins fréquents. Si ces conditions initiales semblent violentes, regardons plutôt les choses du point de vue de la Terre. Les météorites, loin de la détruire, apportent des éléments de l'espace et contribuent à augmenter sa masse. L'image d'une boule de neige qui grossit en roulant dans la neige ou d'une balle de laine qui enroule du fil semble bien paisible en comparaison. Pourtant, malgré la violence des premiers millions d'années, la Terre grossit et s'enrichit de matière. Aujourd'hui, les collisions avec les météorites sont devenues très rares, mais nous recevons encore une quantité innombrable de petites roches qui se font pulvériser en entrant dans l'atmosphère et tombent sur la Terre sous forme de petites poussières. Sans notre atmosphère, nous aurions probablement envie de rester constamment à l'abri de ces petits objets qui tombent de l'espace. En se refroidissant, le magma a formé peu à peu une petite croûte de roche solide à la surface. Aujourd'hui, les morceaux de croûte refroidis sont devenus énormes. Ce sont nos plaques tectoniques.
et elles ressemblent à de vastes bols renversés qui flottent en se poussant et s'entrecoupant les uns sur les autres. La preuve que sous la surface, le magma est encore liquide et n'a pas fini de se refroidir, c'est qu'aux endroits où la croûte est moins épaisse, nous retrouvons encore des volcans actifs. La Terre est la seule des 4 planètes rocheuses. Les 4 planètes rocheuses sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Donc la Terre est la seule dont les plaques tectoniques sont encore en mouvement, quoiqu'elles se déplacent péniblement lentement. Cela dit, ce qui rend notre planète exceptionnelle, ce ne sont pas ces plaques tectoniques qui se déplacent, c'est d'avoir une surface presque entièrement couverte d'eau à l'état liquide. Avant d'aborder la question de l'eau, il est légitime de se demander à quoi ressemblait l'atmosphère de la Terre. Puisque la matière gazeuse de notre système solaire est essentiellement composée d'hydrogène, avec un peu d'hélium, la première atmosphère était composée d'hydrogène et d'hélium. Cependant, lorsque le Soleil a débuté ses premières réactions nucléaires, le soubresaut des premières réactions ont expulsé une petite partie de sa couche externe. Cette mini-onde de choc qui part du Soleil a balayé le système solaire dans toutes les directions et emporté tout ce qui n'était pas retenu par les planètes. Puisque l'hydrogène et l'hélium sont les éléments les plus légers, ils tendent à remonter à la surface, où il y a nécessairement moins de gravité qu'au centre de la Terre, et ils sont plus difficiles à retenir. La Terre aurait donc perdu son atmosphère initiale. Aujourd'hui, les restes de cette onde de choc, ainsi que notre atmosphère initiale, sont rendus dans le nuage d'Oort, bien au-delà de la ceinture d'astéroïdes de Kuiper. Notre deuxième atmosphère s'est formée progressivement suite aux activités volcaniques à la surface de la Terre. Ce sont les gaz de la Terre qui remontent à la surface pendant que les éléments lourds, comme le fer et le silicium, tendent à percoler vers le centre. D'où provient l'eau sur la surface de la Terre? L'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. Nous savons que l'hydrogène est le matériau le plus abondant de l'univers, alors dans la mesure où il y a de l'oxygène quelque part, il peut facilement y avoir de l'eau. Nous pourrions spéculer, sans faire aucune recherche, que la majorité des atomes d'oxygène qui traînent dans l'univers à l'heure actuelle doivent probablement former des molécules d'eau. Par contre, la température ambiante de l'univers étant clairement en dessous de son point de congélation, cette eau est sous forme de glace. Plusieurs scientifiques parlent de l'importance des comètes, qui contiennent parfois de la glace, et qui auraient certainement pu tomber sur la Terre lorsque les bombardements étaient encore fréquents. À regarder la surface de la Lune, parsemée de cratères, on peut se demander à quoi ressemblerait la Terre aujourd'hui si chaque cratère était encore visible. N'oublions pas que la Terre est plus grosse et beaucoup plus massive que la Lune et qu'elle a reçu plus d'impact. En plus des météorites, les volcans sont aussi une source d'eau. Il reste quelques volcans encore actifs sur la Terre, ce qui nous permet d'en savoir plus sur leur contribution. Or, autrefois, les volcans étaient beaucoup plus nombreux et les éruptions violentes se produisaient beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. Les plaques tectoniques étaient encore minces et lorsque la pression sous la croûte devenait trop forte, la lave était propulsée sur plusieurs kilomètres autour du volcan. Bien sûr, rendue à la surface, la lave se refroidit et contribue à épaissir la croûte terrestre. Mais il n'y a pas que de la lave qui est expulsée lors d'une éruption volcanique. Il y a aussi de grandes quantités de vapeur d'eau, mais aussi du gaz carbonique, donc du CO2, c'est-à-dire un atome de carbone lié à 2 atomes d'oxygène, et bien sûr, tous les autres éléments que nous retrouvons dans la nature. La croûte de la Terre est composée de lave refroidie. Le magma qui remonte, encore aujourd'hui, pousse les plaques tectoniques et se refroidit à son tour, devenant alors la partie jeune de la plaque tectonique. Lorsque 2 masses continentales entrent en collision, l'une glisse généralement sous l'autre en poussant la seconde vers le haut. Au fil des années, les plaques se font pousser de plus en plus haut, formant des montagnes que le vent et la pluie érodent. En passant, l'érosion, c'est le processus par lequel, à force de frotter une surface, le vent, la pluie et la poussière finissent par sabler la surface en enlevant de minuscules petits morceaux à la fois. Ces petits morceaux retournent plus loin se déposer sur la surface et s'empilent pour éventuellement former de nouvelles roches. Depuis ce temps, les premières plaques tectoniques ont fait beaucoup de chemin et il est presque impossible de trouver les toutes premières roches ou les tout premiers fossiles parce qu'ils sont érodés depuis longtemps ou encore profondément enfouis sous d'épaisses couches de roches. Le mouvement des plaques est trop lent pour être perçu, même au cours de toute une vie humaine, et nous ne savions pas qu'elles bougeaient avant notre époque moderne. La découverte a pris tout le monde par surprise,
et dut même décevoir de nombreux chercheurs qui croyaient que les fossiles de poissons trouvés au sommet des montagnes étaient des preuves du déluge décrit dans la Bible, l'histoire de l'arche de Noé. Aujourd'hui, nul besoin d'une intervention divine pour expliquer ces fossiles. Passons maintenant à l'ère de la chimie, qui n'est pas une ère géologique comme telle, mais qui précède l'apparition de la vie sur Terre. Les atomes lourds provenant des étoiles massives qui ont explosé peuvent ensuite continuer le jeu des assemblages dans l'espace. Mais jusqu'ici, le récit s'est concentré sur les assemblages nucléaires de petites particules, comme les quarks, les protons et les neutrons. Donc ces petites particules s'associent pour former des noyaux atomiques de plus en plus lourds au cœur des étoiles. Les forces en jeu étaient principalement la force nucléaire et la force de gravité, qui relèvent toutes les deux de la science dite physique. Ailleurs que dans le centre des étoiles, comme par exemple sur la Terre ou même dans l'espace, les conditions sont beaucoup moins extrêmes et la matière interagit surtout avec d'autres matières via la force électromagnétique. Le tableau périodique des éléments est une forme de classification qui nous permet de repérer facilement les assemblages d'atomes qui fonctionnent bien avec des orbites d'électrons balancées et ceux qui fonctionnent moins bien avec des partages d'électrons faciles à briser. Les assemblages d'atomes sont appelés des molécules. Alors, reprenons l'exemple de l'hydrogène que nous avons décrit précédemment puisque c'est le plus simple. L'hydrogène ne contient qu'un seul proton de charge positive dans son noyau. C'est le premier élément du tableau en haut à gauche. Si aucun électron de charge négative ne tourne autour du noyau, on dit que l'atome est ionisé parce qu'il contient une charge électromagnétique. Dans le cas d'un noyau d'hydrogène sans électron, la charge est positive. Si un électron tourne autour du noyau, les charges négatives et positives s'annulent et on dit que l'atome est neutre. Cependant, la structure d'un atome fait en sorte que le premier niveau d'orbite des atomes peut contenir non pas un, mais deux électrons, et qu'un atome d'hydrogène est, en quelque sorte, toujours incomplet. Cette place libre dans l'orbite pourrait être comblée par un deuxième électron, mais comme le noyau d'hydrogène ne contient qu'un seul proton, il ne serait plus neutre et aurait de la difficulté à retenir le deuxième électron qui, dès la première occasion, quitterait définitivement l'orbite. C'est pour retenir des électrons, afin de combler leurs orbites, que les atomes partagent des électrons. Lorsque deux atomes d'hydrogène contenant chacun un proton et un électron se retrouvent assez proches l'un de l'autre, leurs électrons respectifs vont pouvoir se promener autour des deux noyaux, et c'est en tournant autour des deux noyaux que les électrons retiennent les noyaux ensemble avec leur champ magnétique. Deux électrons tournant autour de deux protons, notons ici que les protons ne sont pas fusionnés et ne se touchent même pas, donc ces deux atomes donnent une molécule d'hydrogène. Et cette molécule est neutre avec un total de 2 protons et 2 électrons. Leurs orbites sont complètes et ils n'ont plus de raison de partager. Prenons maintenant le cas de l'hélium, avec ses 2 protons qui sont fusionnés dans un même noyau cette fois. L'atome d'hélium qui contient 2 électrons est neutre et son orbite est complète. L'hélium n'a aucune raison de partager quoi que ce soit. Pour cette raison, il est complètement à droite sur la première ligne du tableau périodique, mais il est situé dans la colonne des orbites complètes. Tous les éléments aux orbites complètes sont généralement appelés gaz nobles, car ils sont toujours à l'état pur et ne forment jamais de molécules. Le lithium, qui contient 3 protons, est dans la première colonne de gauche, sur la deuxième ligne puisque son troisième électron est dans la deuxième orbite, et cette orbite peut contenir jusqu'à 8 électrons. Prenons maintenant le cas de l'oxygène, dont le noyau contient 8 protons, de charge positive. Sur le tableau périodique, l'oxygène est situé dans la 6e colonne de la deuxième ligne. Sa première orbite est complète, avec 2 électrons, et sa deuxième orbite en contient 6. Mais comme cette deuxième orbite peut contenir 8 électrons, un atome d'oxygène neutre voudra partager 2 électrons avec un ou 2 autres atomes. L'eau, H2O, est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un seul atome d'oxygène. Chaque noyau d'hydrogène est prêt à partager un électron, et l'oxygène a 2 places de libre. Au total, la molécule contient 10 protons et 10 électrons, et leurs orbites externes sont complètes. Parfois, comme dans le cas de l'oxygène ambiant que nous respirons, O2, le partage n'est pas idéal, parce que le total des électrons ne donne pas les orbites complètes. De telles molécules partagent des électrons, mais sont moins solides et seraient prêtes à se défaire pour former un assemblage plus complet. Lorsque des gaz d'oxygène et d'hydrogène sont mélangés à température ambiante, ils restent stables et ne s'assemblent pas,
Sauf qu'il en faudrait peu, une simple étincelle suffit pour que les molécules se brisent et forment de l'eau. Donc si de l'hydrogène et de l'oxygène sont mélangés à température ambiante, ils ne réagissent pas. Mais dès qu'une quantité d'énergie suffisante est donnée aux électrons pour qu'ils changent d'orbite, paf, les molécules se brisent. À chaque fois que les électrons changent de configuration, ils absorbent ou émettent de l'énergie. Une étincelle donne beaucoup d'énergie à un seul endroit. Sauf qu'en se brisant, les molécules autour de l'étincelle émettent de l'énergie à leur tour, causant une réaction en chaîne où il y a de plus en plus d'énergie qui se propage autour de ces petites explosions. Une fois libres, les atomes d'hydrogène et d'oxygène se retrouvent avec des orbites incomplètes et sont entourés d'opportunités de partage. Sauf qu'il fait trop chaud pour reformer l'ancien assemblage. Les atomes ne réagissent pas consciemment, et ce n'est pas pour rien que la mécanique quantique contient le mot « mécanique ». Puisque les assemblages d'oxygène et d'hydrogène ont besoin de plus d'énergie pour se briser, ce sont les premiers qui se forment lorsque la température le permet. Clic, clic, clic. Le travail des chimistes consiste essentiellement à reconnaître les propriétés de chaque élément pour pouvoir les manipuler. Aucune molécule ne peut résister s'il y a assez d'énergie. Rappelons-nous qu'au-delà de 3000 degrés, il ne peut plus y avoir aucune molécule, car les électrons n'ont plus de raison de rester autour des protons, et que ces températures sont très loin des seuils requis pour fusionner les noyaux de protons ensemble. Peu à peu, l'énergie ambiante se fait absorber par les nouveaux assemblages ou elle se dissipe dans l'environnement. Rappelez-vous, l'énergie a toujours tendance à se disperser pour qu'il y ait la même quantité partout. L'atome de carbone est particulier à cause de sa configuration. C'est-à-dire qu'il contient 6 protons, mais son orbite externe, lui, contient 4 des 8 électrons possibles. Et cela lui permet de partager ses électrons en formant une sorte de croix. Si certains partages sont avec d'autres atomes de carbone, ils peuvent alors former de très longues molécules. Sur la Terre, la vie est spécialisée dans les longues chaînes de carbone. Elles sont faciles à assembler et faciles à briser. En général, la vie profite surtout de séquences de carbone associées à de l'hydrogène presque tout le long de la chaîne. Ces molécules sont appelées hydrocarbures. Sur le tableau périodique des éléments, le silicium est dans la même colonne que le carbone, avec aussi 4 électrons dans son orbite externe. Mais il s'agit d'une troisième orbite, puisque le silicium contient 14 protons, et qu'il est situé sur la ligne suivante du tableau périodique. Donc le silicium offre le même genre de configuration de molécules que le carbone, mais les molécules à base de silicium seront trop difficiles à briser. Alors revenons maintenant au début de la Terre, lorsqu'elle n'a à peu près plus d'atmosphère et peut-être un peu d'eau provenant des comètes. Lorsque la croûte était encore mince, les poches de chaleur contenant des gaz provenant du centre encore très chaud remontaient à la surface et perçaient la croûte dans de gigantesques explosions de lave, de poussière et de gaz carbonique, CO2. Lors d'une éruption volcanique, on retrouve aussi du méthane, CH4, du gaz d'hydrogène, H2, et de la vapeur d'eau, H2O. Il n'y avait pratiquement pas d'oxygène libre, O2. À la longue, les quantités d'eau relâchées auraient pu, peut-être, contribuer à la formation de nos océans. Comme c'est le cas de plusieurs détails dans l'histoire de notre évolution, nous ne sommes pas convaincus de l'origine de l'eau dans nos océans. Certains scientifiques penchent pour les comètes, d'autres penchent pour les volcans, d'autres disent les deux, et d'autres disent autre chose. Nous n'avons pas de réponse définitive. Dans le cas des comètes et des volcans, nos deux meilleures hypothèses, leur activité était beaucoup plus intense au début de l'histoire de la Terre que maintenant. Et il semble réaliste de croire que les océans se sont formés progressivement dès les tout débuts de l'histoire de la Terre. Sur ce détail au moins, presque tous les scientifiques s'entendent. La surface s'est presque totalement remplie d'eau dès qu'elle est devenue solide. À cette époque, la Terre n'avait pas encore de couche d'ozone, et les rayons ultraviolets du Soleil et les orages électriques étaient si abondants et si intenses qu'ils brisaient les molécules en empêchant les atomes de former des longs assemblages complexes et fragiles. Avec le brassage de molécules dans l'atmosphère, la pluie et les vents vont éventuellement emporter certaines de ces molécules dans l'eau, donc à l'abri des rayons du Soleil. La chimie de la Terre, au début, est hostile aux formes de vie actuelles. L'oxygène et l'azote, par exemple, étaient plutôt rares dans l'atmosphère. Mais malgré ces conditions hostiles, nous avons déjà des ingrédients chimiques pour fabriquer des molécules essentielles à la vie, c'est-à-dire les acides aminés. En résumé,
Notre récit a quitté les astres cosmiques de notre univers autour de 4,6 milliards d'années lorsque la Terre et les autres planètes se sont formées autour du Soleil. À cette époque, nous avons vu que notre planète était une boule de magma, donc de fer et de silicium liquide réchauffé par les impacts d'astéroïdes et de débris qui traînent dans son orbite. Avant la formation des premières roches, autour de 3,9 milliards d'années, notre première atmosphère d'hydrogène et d'hélium se serait fait souffler par une petite onde de choc provenant du Soleil. Par la suite, il fallut attendre que des gaz remontent à la surface lors des nombreuses éruptions volcaniques de cette ère formative de la Terre. Soumises aux rayons ultraviolets et aux violents orages électriques, les molécules d'hydrogène, de méthane et de gaz carbonique se sont fait briser et réarranger dans notre deuxième atmosphère, avant de se retrouver dans l'eau qui s'accumulait sur la surface. À ce stade-ci, que nos océans proviennent de comètes ou du cœur de la Terre devrait importer peu pour notre récit, car ultimement, à part l'hydrogène et l'hélium, cette matière proviendrait toute de l'étoile supermassive qui aurait explosé près de notre nuage il y a un peu plus de 4,6 milliards d'années.